Bonjour, je suis Lilia et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast d'Hello Bloom. Ici, nous donnons la parole à des femmes et à des hommes extraordinaires par leur force, par leur combat et leur histoire. À travers des témoignages aussi intimes qu'authentiques, nous aborderons ensemble des sujets essentiels dans nos vies et notre société, tout en partageant des idées qui peuvent résonner en chacun de nous. Car Hello Bloom, c'est bien plus qu'un podcast. C'est un espace de partage, un souffle d'inspiration et une véritable énergie collective. Alors prenez une pause, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par des voix sincères et vibrantes. Imaginez que votre vie bascule en seulement une semaine. Votre corps vous lâche, vous perdez toute autonomie au point d'être assisté dans tous les gestes du quotidien. Puis arrive la perte de votre travail, de votre maison, et tout ce que vous aviez construit s'effondre. C'est ce qu'a vécu Aurélia, victime de 2 AVC à l'âge de 33 ans. Dans cet épisode, Aurélia livre un témoignage brut et sans filtre. Elle parle d'absolument tout. De son hémiplégie, de sa féminité, de l'impact sur son couple, mais aussi de sa reconstruction, de sa force et comment elle a réussi à retrouver toute sa mobilité et repartir à zéro. C'est un épisode aussi fort que touchant qui vous attend. Voici l'histoire d'Aurélia. Bonjour Aurélia. Bonjour Lilia. Alors Aurélia, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, et si tu es mariée, si tu as des enfants? Alors je m'appelle Aurélia Georges, j'ai 2 enfants, je vais avoir 38 ans, je suis mariée avec Arnaud, on va fêter bientôt nos 10 ans de mariage, on habite à Juan-les-Pins et on gère une société de serrurerie. De quoi est-ce que tu viens nous parler aujourd'hui, Aurélia? Alors aujourd'hui, on va parler de la vie après un AVC, parce que j'ai fait 2 AVC à l'âge de 33 ans à 1 semaine d'intervalle. À cette époque-là, à quoi ressemblait ta vie? À cette époque-là, j'étais vraiment en pleine forme. Je menais une vie de créatrice d'entreprise, une vie de maman épanouie, d'épouse épanouie, maman de 2 enfants, 3 ans, 8 ans. Voilà, une vie la plus classique possible, Une maison, propriétaire de sa maison, 2 chiens, le monospace, la création d'entreprise. On était vraiment dans le bon cliché d'une vie bien rangée. Est-ce que tu peux me raconter dans quelles circonstances est-ce que ça s'est passé? Alors, c'était le 9 juin 2020. Oui, je me rappelle très bien des circonstances. En fait, c'est un praticien qui m'a déchiré l'artère lors d'une manipulation des cervicales. Alors en fait, quelques jours avant, j'ai été faire mon jogging et quand je suis rentrée, j'ai senti que j'avais une tension au niveau des cervicales. Et donc je prends un rendez-vous chez ce praticien, il me manipule et il me dit si dans 3 jours ça va pas mieux, vous revenez et on ira un petit peu plus fort. Ça n'a pas été mieux, j'y suis retournée et en fait lors de la manipulation sur la table, il y va effectivement un peu plus fort et je m'évanouis. Je ne sais pas combien de temps, j'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que quand je reviens à moi, je suis hémiplégique, j'ai perdu la voix et j'étais trempée. Donc je ne sais pas si j'étais trempée par ma sueur ou s'il m'avait jeté un seau d'eau. Je me souviens lui dire « mais est-ce que c'est normal ?» Il me répond une phrase affreuse en me disant « vous inquiétez pas, j'en ai couché des plus grosses que vous ». Voilà, on passera le commentaire là-dessus. Et il me demande de sortir par la porte de derrière en me disant à partir de demain, vous prendrez une aspirine. Et il me fait l'éloge de l'aspirine. Je repars en marchant sur une jambe, donc très très difficilement. Et j'appelle mon mari. Mon mari croit que je suis ivre, sauf que je ne bois pas d'alcool et qu'il est midi. Donc rien n'allait et on avait l'impression que j'avais un chamallow dans la bouche. Et je lui dis, écoute, reste avec moi, je suis en voiture, ça va pas. Donc je reprends le volant, mais je ne suis pas consciente de ce que je suis en train de faire. Et je rejoins mon mari. J'avais une réunion importante avec mes associés ce jour-là parce qu'on était en train de lancer une société. Et je dis non, je vais faire ma réunion, ça va aller. Mon mari s'inquiète quand même, mais têtu, je lui dis ça va aller, je vais faire ma réunion. Je fais ma réunion, mais bon, les filles en face, elles voient, ça va pas. On finit la réunion, je me lève et là, impossible de mettre un pied devant l'autre. Et donc, j'appelle mon mari, je lui dis, écoute, là, ça va pas du tout, faut venir me chercher. Il me dit, non, là, je viens pas te chercher, pour le coup, j'appelle le 15. Il appelle le 15 et le 15 comprend tout de suite ce que je suis en train de faire, donc il demande à me parler. Et là, il me dit, surtout, vous ne vous allongez pas, vous mettez les jambes un peu en l'air, mais vous restez assise et vous ne bougez pas, on arrive.
Et moi, à ce moment-là, je sais toujours pas ce que je suis en train de faire. Je me dis, ils exagèrent un peu. Je dois avoir un air de coincé, ça va. Bon, ça allait pas du tout. Ils viennent me chercher. Et là, départ aux urgences. Et puis, aux urgences, on m'annonce que je suis en train de faire un AVC. Tu es dans quel état, en fait, à ce moment-là ? Très fatiguée. Très, très fatiguée. Et le bras gauche et la jambe gauche totalement paralysés. Donc en fait j'avais le bras ballant, la jambe ballante, mais je me souviens surtout, ce que je me souviens surtout c'est la fatigue en fait. La fatigue et une sensation de vertige et de nausée insupportable. Là je vois un urgentiste et je me souviens lui dire mais c'est grave ? Il me dit oui. Et la première question que je lui pose ensuite c'est est-ce que je vais mourir ? Il me répond j'en sais rien. Pour moi, j'avais juste un air de coincé. Ok, donc là commencent les choses quand même assez sérieuses. Je prends conscience qu'en fait, c'est grave en fait. Et donc, on m'envoie tout de suite au scanner. Je suis tombée sur un urgentiste extraordinaire. Il me dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui explique le rendez-vous avec ce praticien. Et il me prend en charge tout de suite, mais je suis pas transportable à ce moment-là. Donc, je reste la nuit aux urgences et ils attendent le lendemain matin pour m'emmener aux urgences de La Roche-sur-Yon. Donc quand tu arrives aux urgences, qu'on fait les premières investigations pour le médecin, au vu de l'interrogatoire et au vu de l'examen, cet AVC, il serait dû à quoi ? À une dissection de l'artère en fait. De quelle artère ? Alors c'est l'artère droite qui se trouve au niveau des cervicales, en fait, sur 2 cm. Tu t'inquiètes à ce moment-là ou comment tu vis en fait ce moment-là ? Alors, j'ai pas le temps de m'inquiéter pour moi. La seule chose qui m'inquiétait, c'est que 2 jours après, c'était les 3 ans de ma fille. Donc la seule chose que je demande à mon entourage, c'est surtout ne lui dites pas que c'est son anniversaire parce que je ne veux pas qu'elle se rappelle que maman n'est pas là. Donc ne lui dites rien. Et c'est la seule chose qui m'obsède, c'est de rentrer chez moi et d'aller fêter les 3 ans de ma fille. Tes seules pensées, elles sont pour tes enfants ? Pour mes enfants en fait. Ne dites pas aux enfants, dites que maman va bien et que je vais rentrer pour l'anniversaire, mais s'il vous plaît, ne lui souhaitez pas son anniversaire. Voilà. C'est tout ce dont je me rappelle. Après, je me rappelle plus. Tu as eu un traitement ? Tu as eu une intervention ? Tu as eu quelque chose ? Non, j'ai rien eu. Je suis restée en observation. L'équipe de prise en charge a été top. J'ai pas eu en fait de médicaments hormis de l'aspégique pour fluidifier le sang. Mais par contre, j'ai été rapidement prise en charge par une kiné. Combien de jours est-ce que tu restes hospitalisée ? On est le 15 juin, je ressors le lundi, pensant que c'était derrière moi. Alors je ressors avec une béquille, j'ai du mal à marcher encore, ma jambe et mon bras sont pas encore aptes à me supporter, mais je ressors quand même avec des séances de kiné, pas d'orthophonie parce que j'avais pas besoin. Je faisais un peu de fausse route, mais voilà, l'orthophoniste sur place à l'hôpital m'avait expliqué les gestes à faire pour manger et boire sans faire de fausse route. Mais j'avais pas de problème de diction, donc pas d'orthophonie, juste de la kiné. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit AVC que tu as fait ? Le premier, oui. Enfin, on m'a pas qualifié ça de petit AVC, mais on m'a qualifié ça d'un AVC avec peu de séquelles. Et donc tu rentres à la maison ? Donc je rentre le lundi, on fête l'anniversaire de ma fille le lundi. Et le mardi matin, je me lève pour petit déjeuner. Donc là, on est le 16 juin. Et je tombe devant mes enfants. Pour moi, j'étais rentrée chez moi et ma vie allait recommencer en fait. Bon, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Là, pour le coup, le deuxième a été hyper violent. Alors, je suis encore une fois pas tombée dans le coma, donc je n'ai pas... j'ai tout vécu et je sais que mon mari est là, mais j'arrive pas à lui parler par fatigue, j'arrive pas à lui parler. J'entends la neurologue rentrer dans la chambre et dire à mon mari, elle pensait que je dormais, et elle dit à mon mari, restez parce qu'on n'est pas sûr qu'elle passe la nuit, les 24 prochaines heures sont décisives. J'ai plus jamais dormi de la même façon qu'avant. Je me réveillais tous les quarts d'heure, je me touchais, ok c'est bon t'es là, ok c'est bon t'es là. On m'a fait une ponction lombaire et si j'avais du sang dans le cerveau, il fallait tout de suite m'héliporter sur Nantes. Coup de chance, pas de ponction lombaire, pas de sang dans le cerveau, pas de sang sur la ponction, donc je reste en observation. Et le jeudi, j'ai une petite aide-soignante qui vient, toute mignonne, à peine 20 ans, qui me dit « Madame Georges, je vais vous laver dans le bain brancard aujourd'hui. » J'ai 33 ans, on va me laver dans un bain brancard.
Oh là là. On m'avait toujours pas verticalisée. Hein. À ce moment-là, j'étais toujours allongée. Et donc, elle me lave des pieds à la tête. On manque énormément de dignité à ce moment-là. Et je lui dis, là, par contre, ça va pas être possible. À partir de demain, je veux faire la kiné. On était donc jeudi. Et elle me dit, oh là là, doucement. Je lui dis, mais je vous le dis, hein, je vais remarcher. Doucement, Madame Georges, c'est pas sûr. Vous verrez le médecin. Je dis, non, mais demain, vous m'appelez la kiné. Le vendredi matin, à 8h, je sonne déjà. Je veux voir la kiné, je veux remarcher. J'ai le côté droit qui fonctionne. Je marcherai à droite, mais je marcherai. Donc voilà, la rééducation a commencé à ce moment-là, en fait, avec un choc de dignité qu'il me fallait, je crois. C'est comme une anesthésie. Tu sens quelque chose ou plus rien du tout? Des fourmis, comme tu sais, quand t'as bloqué ta jambe, tu t'es assise, t'as bloqué ta jambe et puis tu te relèves, t'as des fourmis dans tout le corps. Voilà, là, ça m'a fait ça des pieds à la tête, quoi. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit à ce moment-là? De reprendre ma vie où je l'ai arrêtée. Mon obsession, c'était ça. De te dire que tu devais redevenir la Aurélia que tu étais avant, ouais. Avant ces 2 AVC. Ouais. Pour toi, c'était hors de question ou inimaginable de rester en fait avec des séquelles? Ah, c'était inconcevable. Le chef de la neuro m'avait trouvé une place en centre de rééducation et il m'avait dit on n'est pas sûr que vous remarcherez un jour, donc vous partez en centre de rééducation, c'est le vendredi qui suit mon AVC, le 2e. Je lui ris un peu au nez, je lui dis je vous le dis, hein, je vais remarcher et j'irai pas à votre centre de rééducation. Il dit à mon mari parlez-lui quand même parce que là elle part pour plusieurs semaines en centre de rééducation. Je marche dans la chambre, je me fais un peu houspiller parce que je marche toute seule. Je dis à mon mari, viens, emmène-moi dans le couloir. Donc il m'emmène dans le couloir, je fais des longueurs et des longueurs et des longueurs et on sort et je marche. Le lundi matin, il vient, le chef de la neuro vient dans la chambre, il me dit, je sais pas de qui vous tenez cette tête de bourrique, mais j'ai annulé la place en centre de rééducation et vous rentrez chez vous, par contre je ne vais plus jamais vous revoir. Voilà. Donc je rentre chez moi le lundi au lieu d'aller en centre de rééducation. Et le deal, c'est quoi? Donc tu rentres chez toi et à côté, on met tout en place des séances de rééducation, voilà. De kinésithérapie, etc. C'est ça. On met tout en place. Donc par contre, la condition sine qua non, c'est que pour sortir de l'hôpital, il me fallait un kiné. Donc je trouve un kiné à côté de chez moi qui me fait une rééducation plutôt par le sport. Donc et c'est ce que je voulais. Donc je pars de l'hôpital avec 3 séances de kiné par semaine, mais qui commencent. Je rentre le lundi, ça commençait le mardi. Hein. Il fallait tout de suite une prise en charge. Il se passe comment le retour à la fin? Déjà, c'est un retour à la maison, mais c'est pas un retour dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut gérer d'autre que l'AVC à ce moment-là? En fait, pour moi, à ce moment-là, je me gère que moi. Je me mets dans une bulle totalement égoïste, je me gère que moi et ma face devant les enfants, c'est-à-dire que les enfants ne doivent pas se rendre compte que je ne vais pas bien. Donc, j'essaye de reprendre une vie la plus normale possible en sachant que, en fait, quand on fait un AVC, on perd le permis. Hein. On ne peut plus conduire. Donc, il faut repasser un permis probatoire. Donc, reprendre une vie sans permis quand tu habites dans une petite campagne, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Mais quand même, il y a ma belle-mère qui est là, il y a ma mère qui est très, très présente aussi. Elles viennent me chercher pour que je puisse aller chercher mon fils à l'école. Voilà, pour que j'essaye de reprendre la vie la plus facile possible. Mais à ce moment-là, je ne pense que à moi et à mes enfants. Et après, advienne que pourra, quoi. Mais les enfants, ils voient que maman boite. Oui. Et ils posent pas de questions? Tu leur dis quoi? Alors, je leur ai dit la vérité, hein. Je leur ai dit ce qui s'était passé, ce qui m'était arrivé. Et à l'école de mon fils, ça se moque parce que je boite, parce que j'ai une béquille. Mon fils le prend très très mal, cette moquerie au niveau de ses camarades. Et je entends mon fils se retourner et dire à ses camarades, ma mère elle a fait un AVC, alors tais-toi. Après on n'en a plus vraiment jamais reparlé, en fait ça a fait partie de notre quotidien ensuite. Est-ce qu'on devait t'assister dans tous les actes de la vie quotidienne ou tu avais conservé quand même une certaine autonomie? Au début, oui. Mon mari me faisait tout. Hein. Il me donnait à manger au début. 45 minutes pour manger une compote. Plus d'une fois, la compote, elle a failli traverser la pièce parce qu'il n'en pouvait plus. Le pauvre, je le mettais à rude épreuve. Donc au début, oui. Mon mari me donnait à manger. La fatigue, en fait, faisait que je m'endormais en me lavant. Donc il est déjà venu me chercher sous la douche parce que je m'endormais en me lavant.
ma mère qui m'aidait dans les actes de fille, me faisait les ongles, voilà, ce genre de choses. Et après, rapidement, j'ai pu, au bout d'un mois et demi, reprendre tous ces gestes-là toute seule. Les premiers effets de la rééducation sont arrivés rapidement ? Oui, ça a été assez rapide. Avec le kiné, je faisais des progrès assez rapidement. Donc, j'ai pu récupérer mon permis au bout d'un mois et demi. Donc, j'ai pu déjà reconduire au bout d'un mois et demi, ce qui montrait que j'avais déjà repris une bonne mobilité, une très très bonne mobilité. Et au bout de 5-6 mois, on ne voyait plus rien. C'est-à-dire que je remarchais normalement, j'avais repris la course à pied, j'allais courir avec mon fils. Voilà, donc c'était... Au bout de 5-6 mois, vraiment, on ne voyait plus rien. Si je ne le disais pas, on ne le savait pas. Par contre, ce qui restait longtemps, c'était la fatigue. Des fois, on voit des gens qui gardent des séquelles à vie. C'est une chance d'avoir pu récupérer toutes tes fonctions. Ah oui, clairement. Oui. Clairement, je me dis que j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et tu t'entraînais, tu faisais des séances 3 fois par semaine, c'est ça ? Oui. Et quand tu rentrais à la maison, tu continuais ? Oui. T'étais dans quel mood, en fait ? T'étais en mode acharné, tu lâchais pas ? Non, je lâchais rien. Je lâchais rien. Il y a une image qui est vraiment marquante pour moi, c'est avec mon fils. Je suis toujours très émue quand j'en parle. Avec mon fils, j'ai repris la course à pied et lui, il avait 8 ans à ce moment-là. Donc lui, la course à pied, c'était pas trop son truc. Mais il disait, vas-y maman, je vais venir avec toi et puis on va y aller. Au début, je courais 1 kilomètre. J'étais au bout de ma vie. Et en fait, l'AVC, ça déclenche une chose dont on parle peu, mais qui est quand même assez commun, c'est que ça déclenche l'incontinence. Mais moi, je voulais recourir. Donc je courais, sauf qu'en fait, je m'urinais dessus en courant et je revois mon fils et je pleurais, je courais. Et mon fils qui me dit, tu sais quoi maman, on s'en fout, les gens ils ont pas vécu ce que t'as vécu, alors vas-y cours et marche la tête haute, cours. Et cette phrase-là, elle me reste encore. Il s'appelle comment ce petit bonhomme ? Sohan. Et il tient d'où cette force de caractère, Sohan ? Il est tellement résilient, Sohan. Je sais pas de qui il tient. J'espère qu'on lui a transmis ça. En tout cas, si c'est nous qui lui avons transmis, on a réussi, quoi. T'avais peur que ça reste ? Ouais. Tout le temps et parce que ça représentait quoi pour toi, cette incontinence ? C'était ma vie de femme, là, c'était ma dignité de femme là qui partait. Je me rappelle qu'à notre anniversaire de mariage, j'ai dit à mon mari, écoute, faut qu'on parte vite parce que je vais me faire dessus. J'ai pas eu le temps de dire ouf que je m'étais déjà urinée dessus en pleine rue. Donc là, c'était pas possible. En fait, je pouvais pas. C'était pas possible. Je pouvais pas rester comme ça. Concrètement, mécaniquement, c'est dû à quoi ? En fait, on me l'a jamais vraiment expliqué et on m'a même jamais dit. Oui, c'est normal, en fait, c'est à cause de l'AVC. Et c'est en discutant avec des gens qui ont fait un AVC, surtout des femmes, qui m'ont dit « Ah, mais moi aussi, j'ai ça. Ah, mais moi aussi, j'ai ça. Mais moi aussi. » Et en fait, c'est comme ça qu'on se rend compte, en fait, l'AVC, ça crée aussi de l'incontinence, d'accord. Mais on nous a jamais vraiment expliqué pourquoi et mécaniquement, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne plus bien. Aujourd'hui, ça va mieux ? Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai dû refaire un petit peu de rééducation du périnée, mais aujourd'hui, oui, ça va mieux. Comment tu expliques cette force mentale que tu as eue pendant tous ces mois post-AVC ? Cet acharnement, cette envie de redevenir physiquement celle que tu étais avant ? Ça, c'est vraiment purement mon éducation. Mes parents, ils sont comme ça. Mes parents, ils ont traversé aussi des maladies. Mon papa a eu un cancer, ma maman est anorexique. Et pour autant, on continue à se battre. Mon père, il a eu un cancer, il s'est fait opérer. 48 heures après, il était retourné au boulot. Et puis, on y va et on avance et on va y arriver. Et on est digne et on est fier. Et puis, ça roule, quoi. Il faut que ça marche. À aucun moment, t'as baissé les bras ? Non. J'ai eu des moments de colère. Des moments très difficiles. Avec mon mari, ça a été très, très compliqué. Parce que quand moi, j'ai été mieux et que lui, il avait pu relâcher, tout a relâché, en fait. Donc là, ça a été très compliqué. On a eu des moments de colère, des moments de doute. Mais par contre, on lâche rien. Comment est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on peut avoir une vie de couple après un événement pareil ? Ça se reconstruit. En fait, c'est un nouveau couple. Pour nous, en tout cas, pour nous, ça a été un nouveau couple qui démarre.
Il m'a vu dans des moments où j'aurais vraiment souhaité qu'il ne me voie pas, mais en fait, il m'a vu et il a continué à m'aimer quand même, il a continué à me supporter. Après, il fallait que ce soit moi qui accepte et qui me supporte. Donc, à un moment, on s'est un petit peu distancés, en fait. Et quand on a tous les deux accepté ce qu'on avait vu et ce qu'on avait vécu, c'est un nouveau couple qui démarre. Quand tu dis ça, c'est que c'est notamment ces moments où il doit te donner à manger, où il doit t'assister pour la toilette. Oui. C'est ce sentiment d'être un peu comme un bébé, quoi, un nourrisson, enfin, d'être dépendante de... Je sais pas, hein. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas très... C'est pas ce qu'une femme, elle a envie de montrer à son mari, ou inversement, hein. Je suppose qu'un mari, il a pas envie de se montrer comme ça, aussi vulnérable. En tout cas, ne plus être un soutien pour son conjoint, mais d'être un boulet. C'est pas ce qu'on a envie dans notre vie de couple, quoi. Vous avez frôlé la séparation tous les deux à cause de ça ? Oui. Alors, à aucun moment, lui a été dur et violent dans ses propos avec moi. Par contre, inversement, moi, j'ai été extrêmement dure parce que j'avais un sentiment de colère et un sentiment d'injustice. Donc, malheureusement, c'est lui qui a pris toute cette violence et il a supporté. Jusqu'au jour où moi ça allait mieux et c'est lui qui a pu supporter, et à un moment il me supportait plus, juste d'entendre ma voix c'était devenu très compliqué, donc il est parti et à ce moment-là son papa faisait construire une maison juste à côté de chez nous, donc il est parti quelques jours chez son père lui a beaucoup parlé, lui a expliqué, donc on a eu un moment très compliqué où c'était qui tout double, hein. C'était soit on se remet ensemble et on traverse ça ensemble, soit clairement on divorçait. Mais sans indiscrétion, comment tu expliques cette distance, cette distance qui s'est installée entre vous, enfin pas vraiment de distance finalement, mais le fait de plus vous supporter l'un et l'autre. Moi, parce que je lui en voulais, mais j'en voulais à la terre entière, hein, mais j'en voulais aux autres d'être bien et de geindre, en fait. À ce moment-là, la bobologie des autres, je ne la supportais pas, mais... Et en plus, c'est tellement pas moi, j'étais devenue odieuse. Les gens pleuraient, quand les gens pleuraient, ça m'agaçait au plus haut point. Je voulais pas l'entendre se plaindre parce que lui, il avait la chance d'être mobile, il avait la chance de pouvoir faire tout ce qu'il voulait, il avait la chance de pas être prisonnier de son corps. Donc tout le reste, ça m'insupportait et j'étais odieuse. En plus, c'est pas moi. En fait, j'étais pas cette personne-là. J'étais pas la personne dont il était tombé amoureux. Donc, ça a créé un écart en fait entre nous pendant quelques temps. Et comment vous avez réussi à y faire face ? Alors, il y a eu ce gros clash où il est parti pendant plusieurs jours. Donc, je pense que j'ai eu peur aussi. En fait, j'ai eu peur de perdre mon mari parce que j'aime mon mari. Donc, j'ai eu peur de le perdre. Je pense que ça m'a déjà mis une claque en me disant, en fait, c'est pas acquis. Hein. Donc, malgré tout ce qu'il a traversé, il était encore là, mais il pouvait ne plus être là. Je pense que déjà, ça m'a bien calmée. Et puis, ce départ dans le Sud, ça a été notre façon à nous de ressouder notre famille. Ces 2 AVC, ils ont eu quel impact sur ta vie professionnelle ? Ça a tout arrêté. J'ai 2 associés. Les associés prennent en charge mon absence. Elles gèrent très bien pendant que je suis pas là. Mais on avait immatriculé la société le 1er juin 2020. Le 9 juin, tout s'arrête. Donc compliqué, hein. Un faux départ très compliqué. Tu te lançais dans quelle aventure professionnelle ? Le courtage et agence immobilière. Donc on avait monté une belle structure qui gérait la partie financière, la partie assurantielle et la partie immobilière. Donc on avait chacune la répartition des tâches, une qui gérait l'IMO, une qui gérait l'assurance et moi qui gérais la finance. Et on a dû faire 100 au début. Et on n'a pas réussi à rattraper en fait le retard d'1 an. C'est des mois, j'imagine, peut-être même des années, des mois de travail en fait qui sont partis en poussière en fait. Clairement, on a tout perdu en fait à ce moment-là. Notre seule possibilité, on avait cette chance d'avoir un grand terrain. Donc notre seule possibilité en fait, c'était de diviser le terrain, de vendre la maison et de reconstruire sur une petite maison sur la parcelle qui restait, ce qui nous permettait de diminuer les charges, de garder un petit peu de capital et de faire construire une nouvelle maison plus petite, mais au moins on sauvait les meubles.
La banque me dit oui, très bien. Mais par contre, je lui dis attention, à ce moment-là, moi, je suis plus assurable. Donc, il faut absolument garder ce prêt-là parce que je ne pourrais pas souscrire une nouvelle assurance avec l'AVC. Très bien, on part là-dessus. On fait la division, on signe le permis, enfin, on fait le permis, on paye le permis, l'architecte, on vend notre maison. Et la banque me dit il nous faut le compromis pour faire tous les papiers. On signe le compromis de vente de notre maison. Et là, rendez-vous à la banque, elle m'appelle et elle me dit on fera pas j'envoie un ordre irrévocable au notaire, on vous suit pas pour la prochaine maison. Donc on se retrouve avec un terrain et plus rien. Juste à peine de quoi faire construire. On peut plus rien faire en fait. Juste faire les fondations pour la maison suivante. Donc pas possible parce qu'ils nous demandaient de rembourser le prêt qui était censé être conservé pour payer l'autre maison. Donc, En fait, ces AVC, ils ont eu pour impact finalement que vous ne pouviez plus rembourser la maison que vous aviez à l'époque. Alors, on n'avait pas d'impayé sur le prêt. On a eu cette chance-là de pouvoir maintenir avec de l'aide de mes parents et de mes beaux-parents. On a eu cette chance-là de pouvoir maintenir en fait la barque, mais au bout d'un moment, nous on voulait pas continuer à demander de l'aide à nos parents. Il fallait qu'on s'en sorte aussi. Donc on avait trouvé cette solution-là et j'appelle mon mari et je lui dis écoute, c'est mort, on est obligé de rembourser le prêt, on n'aura pas d'autres prêts au vu de notre situation. Donc là, faut prendre une décision. Et là il me dit écoute, c'est pas compliqué, on vend tout. On vend le terrain, la maison a été vendue, on vend le terrain et on va dans le sud. Tu regardes où tu veux aller, n'importe où au soleil, mais on s'en va. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et alors, les premières recherches ont commencé Alors, la grande chose à faire, c'était de l'annoncer à ses parents parce qu'eux venaient s'installer en Vendée à côté de chez nous. Donc là, ça a été hyper compliqué. Donc il appelle sa maman, il le lui dit, et puis sa mère, elle lui dit écoute, si vous êtes heureux et qu'il faut recommencer, nous, c'est tout ce qu'on souhaite, donc partez. Donc on s'en va, et là les premières recherches commencent, et je tape sur Google où aller vivre sur la Côte d'Azur, et on voit Antibes. On n'était jamais venu à Antibes. Hein. Lui, il ne connaissait pas. Moi, j'étais venue, j'avais 6 ans. On venait en vacances à Sainte-Maxime, mais voilà. Et je lui dis, écoute, ça a l'air sympa. Il y a l'air d'avoir du boulot. Il fait beau. Ça te dit ? Il me dit, ok, vas-y, on y va. Et on part et on décide de partir comme ça à Juan-les-Pins. Je cherche une annonce sur Le Bon Coin pour prendre une location. Je tombe sur un super propriétaire qui décide de nous faire confiance quand même malgré la situation, très transparent dans la situation. Il nous fait confiance et nous voilà partis. Pas de boulot, on transfère la société de mon mari. Alors ici. c'est-à-dire tu lui dis quoi ce propriétaire ? Je lui dis voilà, on a le projet de venir s'installer dans le sud parce que j'ai vécu 2 AVC, parce que j'ai besoin de reconstruire ma vie. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est des loyers d'avance et nos parents en caution. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et puis, en fait, voilà, notre projet de vie, ça l'a touché. Donc, il a dit, allez, Banco, je vous fais confiance. Je pense qu'il ne regrette pas et que ça se passe bien. Mais voilà, donc il nous envoie le bail. On n'est toujours pas venu, on ne sait toujours pas où est-ce qu'on va vivre. On voit juste sur Google Earth, il nous envoie l'adresse. On pianote sur Google Earth, on se balade comme ça le soir. Et puis on signe le bail et on n'est toujours pas venu. On n'a toujours pas été. Par contre, mes parents décident de nous suivre, eux, qui vivaient aussi en Vendée à côté de chez nous. Ils décident de nous suivre. Et une fois qu'ils ont pris la décision de nous suivre, on prend un billet d'avion et puis on vient avec mes parents et mes nièces pour découvrir où est-ce qu'on allait vivre quelques mois plus tard. Aujourd'hui, comment tu te sens ? Aujourd'hui, bien. Aujourd'hui, très très bien. On est arrivé ici à Juan le 31 août donc 2022. Et là, les rencontres fabuleuses. On n'a fait que des belles rencontres depuis qu'on est arrivé. Et tout s'est passé, mais vraiment extrêmement bien. La société de mon mari aujourd'hui fonctionne très bien. On a cette chance-là. Notre appartement nous plaît beaucoup. Les enfants se sont super bien installés dans leur école. Ils se sont fait leur petit réseau, leurs petits copains. Voilà, tout se passe très bien, ils trouvent chacun leur sport, leur passion, leur hobby, donc aujourd'hui tout se passe très bien. T'as tourné la page ? J'ai tourné la page sur moi, mais j'avais besoin d'écrire une autre histoire en fait de cet AVC. Donc c'est pour ça qu'en fait on a monté cette association, on a monté l'association donc Résilience AVC, où on va venir accompagner les personnes qui ont été victimes d'AVC pour reprendre une vie la plus sereine possible après cette épreuve.
Pourquoi vous avez eu cette envie de créer une association autour des personnes victimes d'un AVC ? Alors, c'est parti d'un événement très marquant pour nous. On faisait partie de l'association des commerçants d'Antibes. C'est une association qu'on a rejoint au moment où on est arrivé. Et au bureau de l'association, un jour, la présidente nous annonce que sa salariée a perdu son fils de 13 ans d'un AVC le jour de la fête des pères. Donc là, extrêmement violent en fait. Ce que j'avais quitté me revient et en plus sur un enfant. Donc on décide de faire une cagnotte. J'ouvre une cagnotte pour aider les parents. On va à la sépulture, très très émouvante. Et mon mari me dit écoute, tu te rappelles l'association on va la faire en fait parce que y a des gens qui en ont besoin, donc on va les aider. L'objectif de cette association, c'est de pouvoir accompagner donc les personnes à un retour à la vie la plus sereine possible après un AVC, que ce soit les aidants ou les personnes qui ont été victimes d'AVC. Pour ça, on met en place plusieurs choses. On met en place des ateliers avec de l'éducation physique adaptée, de la sophrologie, de la méditation, de l'art-thérapie. On aimerait aussi mettre en place des cours de théâtre pour reprendre confiance en soi et apprendre à parler, ce qui n'est pas toujours évident après de pouvoir raconter sa vie d'une façon à l'aise. Donc ça, c'est des choses qu'on voudrait mettre en place. Là, aujourd'hui, on fait des groupes de parole en ligne qui sont animés par Flavie, qui est une coach, et qui ont lieu une fois par mois, le lundi, de 19h30 à 21h. C'est des groupes qui sont ouverts autant aux aidants qu'aux personnes qui ont été victimes d'AVC. On est sur un format de 8-10 personnes, en visio, pour qu'on puisse toucher tous les pays francophones. Ensuite, on voudrait aussi mettre en place des ateliers de retour à l'emploi pour les personnes qui ont été victimes d'AVC et qui travaillent, parce que c'est quand même beaucoup de personnes de jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font des AVC. Il faut retourner au travail. Donc, on aimerait les accompagner à un retour à l'emploi. Pourquoi pas intervenir en entreprise pour sensibiliser les collègues et expliquer que le collègue qu'ils ont connu, il sera différent, accompagné aussi avec un ergothérapeute sur l'adaptation du poste. Donc il n'y a pas d'âge pour faire un AVC ? Mais il n'y a pas d'âge pour faire un AVC. En tout cas, l'AVC pédiatrique, ça c'est un chiffre choc, mais l'AVC pédiatrique, donc qui touche les enfants, il y en a entre 500 et 1000 cas par an en France, seulement en France. Et la première personne qu'on a rencontrée quand on a fait cette association, quand on a parlé du projet, donc il y a eu ce petit Hugo qui en est parti à l'âge de 13 ans et une petite fille qui a fait un AVC in utero. Et les parents s'en sont aperçus à la croissance de la petite à l'âge de 3 ans. Donc non, il n'y a pas d'âge pour faire un AVC. Vous verriez à l'association le nombre de jeunes qu'on a qui nous envoient des témoignages qui ont 20 ans, 25 ans, 16 ans. C'est hallucinant, c'est tous les jours. Il existe déjà une association AVC France, c'est oui. Ça malgré tout, c'était pour toi nécessaire de créer une autre association ? Ouais, j'avais envie de créer une autre association. France AVC a fait des choses très très bien. Ils interviennent beaucoup auprès des centres hospitaliers. Mais quand ça nous est arrivé, on ne les a pas vus. Et en tout cas, ça répondait pas à ce que nous on imaginait. Donc on a voulu compléter et mettre notre petite touche. Quels sont vos objectifs pour les années à venir ? Alors déjà, on aimerait ouvrir le centre sur Cannes ou sur Nice pour pouvoir faire un centre pilote en fait qui va montrer en fait la voie aux autres centres. Et après, on aimerait ouvrir des centres un peu partout en France. Aujourd'hui, vous êtes très sollicité par les hôpitaux. Alors, on a eu la chance, en fait, d'être contacté et mis en relation par l'hôpital de La Fontaine, à Antibes, où on a pu faire des interventions auprès du chef de la neuro. Et on a été aussi contacté par Pasteur. Et là, c'est Pasteur qui est rentré en contact avec nous. Donc, on était aussi content de voir que on était utile en fait. Donc l'hôpital Pasteur nous a rencontrés. On a rencontré tout le service de neurologie et on a pour projet de faire des ateliers de sensibilisation au sein de l'hôpital Pasteur.
Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai été contactée par un centre hospitalier du 94 qui a entendu parler de nous et qui souhaite qu'on accompagne et qu'on sensibilise. Donc on envoie là de la PLV en fait pour sensibiliser au sein des hôpitaux et là dans le 94. En fait, ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes très sollicité et que vous manquez de moyens et vous espérez obtenir les moyens nécessaires justement pour répondre à toutes les sollicitations que vous recevez, que ce soit de la part des hôpitaux, que de la part des personnes qui sont victimes d'un AVC. C'est ça. En fait, on est sollicité. On sait qu'il y a plein de choses à faire. Les demandes, elles arrivent quotidiennement. C'est quotidiennement qu'on a des demandes d'accompagnement, des demandes de soutien. On a des assistantes sociales qui nous contactent aussi. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. Mais là, on manque vraiment de moyens financiers pour pouvoir accompagner. Bon, j'imagine qu'avec tout ce que tu as traversé, c'est pas ça qui t'effraie. Hein. Je pense que là, t'as la niaque pour y arriver. Hein. C'est ça, exactement. Ça m'effraie pas. Et j'ai une autre question, c'est tu reçois... c'est quel type de... Autant, là, tu viens de nous expliquer les demandes que tu pouvais recevoir de la part des centres hospitaliers. Quel type de demande tu reçois de la part des victimes d'AVC ? En quoi est-ce qu'ils ont besoin de toi ? Alors, les demandes que j'ai, c'est aidez-moi, je me sens seule. Voilà. Je suis isolée, j'ai besoin de parler, j'ai besoin qu'on me comprenne. Voilà, ça, majoritairement, on a cette demande-là. On a quelques demandes aussi du pratico-pratique. C'est j'ai besoin d'aide financière, je sais pas les aides dont je peux prétendre. Et puis on a aussi des demandes. Est-ce que vous connaissez un kiné qui peut m'accompagner ? Est-ce que vous connaissez un orthophoniste qui peut m'accompagner, aussi de la mise en relation. Ou alors, je suis pas suivie en neurologie, est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander ? Tu peux nous dire les signes qu'il faut prendre en considération et les premiers gestes à avoir ? Alors, les signes, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, qui est désorienté, une partie du visage aussi qui se paralyse, un gros mal de tête, une fatigue soudaine. Ça, c'est les premiers signes d'un AVC. Les premiers gestes à avoir, c'est lui poser des questions simples. Comment tu t'appelles ? Quel jour on est ? Quel est le temps aujourd'hui ? Bon, si là, les réponses, elles sont pas cohérentes, on appelle le 15. On assoit la personne. On lui donne pas à boire. On lui donne pas à manger. Et surtout, on insiste auprès du 15 pour que la personne, elle soit transférée en neuro, pour qu'elle puisse tout de suite avoir un scanner. Autant tu gardes pas aujourd'hui de séquelles physiques, est-ce que tu gardes quand même des séquelles psychologiques ? Mon mari m'a dit il y a pas longtemps, et je m'en étais pas aperçue, mais il me l'a dit il y a pas longtemps, je comprends que t'aies envie de vivre à 1000 à l'heure parce que t'as peur de mourir, mais on peut pas tout savoir ton rythme. Je me suis pas aperçue de ça. Quand il m'a sorti cette phrase, je suis restée un peu bête en me disant ah bon, je suis comme ça ok, mais maintenant je vis à 1000 à l'heure, quoi. Ma phrase tous les jours, c'est je me reposerai quand je serai morte, quoi. Merci à Aurélia pour son témoignage et merci à vous pour votre écoute. Sachez que vous pouvez mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast Hello Bloom et nous retrouver aussi sur Instagram à Hello Bloom officiel pour plus de contenu inspirant et engagé. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode et je vous souhaite une belle semaine à tous.